Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les podcasts de la Chambre L. Cette fois-ci, une FAQ dédiée à 20 questions que j'ai trouvées sur les différents groupes de discussion réseaux sociaux et que j'estime pouvoir apporter une réponse à ces 20 questions. Je vous rappelle que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez toujours me faire un don et me poser une question à laquelle je répondrai d'une manière beaucoup plus complète et personnalisée. Cela dépend de vous et de si vous avez envie ou non de m'aider. Voilà. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi liker, partager et commenter cette vidéo. Je récupérerai également les commentaires auxquels je peux répondre par le biais d'une FAQ pour une prochaine. Donc si vous avez des questions à laquelle vous souhaitez avoir une réponse de la même manière qu'ici, n'hésitez pas, posez-les. Les commentaires et l'onglet discussion de la chaîne YouTube sont tout à fait ouverts à ça. Alors la première question que j'ai retrouvée est d'Amazing de vrai, qui nous dit que les personnes fragiles émotionnellement sont les plus susceptibles à la souffrance par la maladie d'amour. Alors j'aimerais d'abord dire qu'on est tous émotionnellement fragiles. C'est la manière de le montrer et de gérer nos émotions qui va différer pour chacun d'entre nous. Ce qu'il faut admettre, c'est que la fragilité émotionnelle dépend de l'attachement qu'on ressent envers quelqu'un. Donc, le jour où une relation se termine, au plus on a aimé quelqu'un, au plus on va souffrir de cette relation qui se termine. Et donc, oui, à partir de là, la gestion de nos émotions va faire qu'on va plus ou moins souffrir d'une relation qui se termine. Ce qu'il faut admettre, c'est que quelle que soit notre manière de vivre l'émotion, on souffre d'une relation qui se termine, qu'on soit celui qui met un terme ou celui qui subit la fin de la relation. Parce que si on demande qu'une relation se termine à l'autre, c'est qu'on n'était pas bien dans son couple. Et donc, y mettre un terme est une manière d'arrêter de souffrir, mais on va effectivement souffrir un peu parce qu'on a clôturé quelque chose qui avait bien commencé. Et si on subit la fin de la relation, ben effectivement, on va devoir admettre que la relation est un échec et que manifestement, l'autre a des griefs envers nous qu'il va falloir considérer pour pouvoir se reconstruire et à nouveau s'ouvrir à une relation. Ce qui fait de nous des êtres fragiles à des degrés divers, c'est donc l'intensité des sentiments qu'on va mettre dans une relation. Et au plus on aura des sentiments pour quelqu'un, au plus la rupture fera mal. Et donc, tous ceux qui voient une histoire d'amour se terminer vont souffrir de cette fin d'histoire. J'aimerais terminer en disant que la tristesse fait partie des 4 émotions de base, c'est-à-dire la tristesse, la colère, la peur et la joie. La colère nous dit que quelque chose qui se passe est en désaccord avec nos valeurs et nous fait donc réagir. La peur nous indique ce qui pourrait se passer si quelque chose... Donc, si on ne réagit pas, elle va nous dire voilà ce qui va se passer, et si tu réagis, voilà ce qui pourrait se passer. Et c'est à nous d'être réactifs et d'avoir conscience de nos capacités à surmonter cette peur. La tristesse nous dit que quelque chose est terminé, et que quand tu l'auras accepté, tu seras prêt pour quelque chose de neuf. Et ça permet de revenir à la joie. La joie, c'est l'émotion que notre cerveau cherche à avoir en constance. Alors, petite info pour ceux qui sont curieux, d'après des études qui ont été menées sur différents campus universitaires, il faudrait 18 mois à notre cerveau pour oublier une personne avec qui on a été en couple et pour qui on a eu des sentiments sincères, et donc être à nouveau ouvert à une relation. Numéro 2, Abdul Biari nous demande, à part dans la chambre, où a-t-on déjà fait l'amour? J'ai envie de répondre à sa question en tournant légèrement cette question différemment et en demandant où est-ce qu'on pourrait faire l'amour. Et j'ai envie de dire que c'est une question d'intimité du couple. J'explique. Le début d'une relation est concrétisé par la chambre, qui devrait être le lieu privilégié pour les premières relations intimes. Au plus la confidence et la confiance et l'envie du jeu érotique va s'installer au sein du couple, au plus on pourra se permettre d'explorer les autres pièces, parce que chaque pièce a son aura, son décor, son utilité, qui vont venir ajouter du piment à l'acte sexuel. Si je peux me permettre le conseil, les préliminaires, donc les caresses, les câlins, les baisers, le jeu érotique, devraient avoir lieu dans toutes les pièces et être un prétexte pour aller vers la chambre, qui reste l'endroit le plus confortable. Une fois qu'on a fait toutes les combinaisons possibles dans la chambre, donc le lit, contre un mur, sur le sol, en s'appuyant sur le lit, enfin... Je vous laisse consulter mon site web, il regorge de positions plus ou moins farfelues à essayer pour prendre du plaisir.
on pourrait explorer d'autres pièces. Et je vous conseille de commencer par le salon, parce qu'il y a le divan, le fauteuil, devant la cheminée, devant la télé, qui sont autant de manières de vivre la sexualité d'une manière un peu plus différente. Ensuite, on peut explorer toutes les autres pièces, depuis l'escalier au couloir, en passant par la cuisine, la salle de bain. Chacune aura vraiment son attrait et son aura qui viendra ajouter un piment au jeu sur le moment. Et le plus intéressant, c'est encore de le faire en regardant une fenêtre qui donne vers l'extérieur. Parce que vous pourriez être vu. Et ça ajoute vraiment encore plus de piment au jeu. Et le plus beau, c'est qu'on ne peut rien vous reprocher, vous êtes chez vous. Voilà. Donc, à part dans la chambre, où peut-on faire l'amour? J'ai envie de dire partout, de la cave au grenier. Alors, numéro 3, Arsène Kangoza nous dit qu'une femme ne devrait pas chercher à savoir combien d'autres femmes voient son mec et qu'elle devrait plutôt chercher à être la seule qui va occuper son cœur. Alors, j'ai envie de répondre oui et non. En fait, non. D'abord, parce qu'une femme devrait s'inquiéter du nombre de maîtresses qu'a son homme. J'irais même plus loin, si elle est trompée, c'est un bon prétexte pour clore la relation. Après, j'aimerais apporter une petite nuance, c'est qu'il faudrait essayer de savoir pourquoi le mec va voir d'autres femmes, ou tourner dans l'autre sens, pourquoi est-ce que la femme va voir plusieurs mecs? Généralement, c'est parce qu'il y a un problème au sein du couple et que l'un des deux ne reçoit pas l'attention, l'affection, la tendresse ou la relation sexuelle qu'il espérait avoir. Et donc, ce serait peut-être bien d'en parler, histoire de régler le problème, voir si on peut le régler, avant de penser à trahir son partenaire en allant flirter avec d'autres, en se laissant flirter par d'autres, et encore moins en ayant des relations sexuelles extra-conjugales. Et c'est valable autant pour l'homme que pour la femme, j'insiste. Là où je suis d'accord, par contre, c'est que l'autre, donc notre partenaire, pour reprendre l'affirmation ici, c'est donc la femme, devrait tout faire pour occuper l'esprit et le cœur de son partenaire. C'est d'ailleurs le sujet du podcast numéro 10, savoir donner envie à l'autre et se rendre indispensable à ses yeux. Je vous conseille cependant d'écouter le podcast numéro 9 qui explique comment créer l'intimité qui va permettre d'instaurer ce sentiment d'être indispensable à l'autre. Alors, numéro 4, Abdul Biari se demande si le manque de sexe peut rendre une femme nerveuse. Alors, on va retirer femme pour dire homme et femme, parce que ce qui va suivre est valable pour les deux. Alors, il faut d'abord savoir que ce qui nous motive à former un couple, c'est justement le désir de sexualité. Quand on connaît la sexualité, on aura forcément encore plus envie de former un couple pour pouvoir en bénéficier. Ce que je veux insister, c'est que la sexualité est ce qui permet de se sentir important aux yeux de quelqu'un. Donc, si on sait ce que ça fait d'être important pour quelqu'un, ne plus être important pour personne rend nerveux. Donc le manque de sexualité rendra nerveux. J'aimerais insister aussi sur le fait que la sexualité est le résultat de la démonstration des sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un. Ainsi, c'est la tendresse, les câlins et l'affection qu'on a pour quelqu'un qui vont créer le désir de sexualité et donc son accomplissement. Être privé de tout ça rend nerveux également. Ceci étant dit, le sexe est également un anti-stress. Pratiqué à raison de 2 fois par semaine, il détend l'esprit. Et ça, je vais en parler dans un prochain podcast. Là où je veux en venir, c'est qu'une personne qui a déjà pris du plaisir dans la sexualité et qui voudrait reprendre du plaisir à travers la sexualité dans son couple, ou qui serait privée de sexualité dans son couple durant une certaine période, serait une personne qui est nerveuse et à force aura une tendance à la dépression. Et dans le cas d'un couple où il n'y aurait pas de sexualité ou qu'elle serait vraiment très espacée, l'autre personne pourrait se poser des questions sur son partenaire, sur la valeur de ses sentiments envers nous, sur le respect qu'il nous porte, parce que être comblé sur le plan sexuel, c'est également une question de respect, autant que sur l'importance qu'on a réellement pour cette personne. Parce que si elle préfère faire tout plutôt que de s'occuper de nous et d'avoir une sexualité avec nous, c'est qu'au final, on est moins important que tout le reste. Et ça, ça rend nerveux aussi. Numéro 5, Sal Osmanovic, désolé si je prononce mal, dit qu'il veut une fille vierge. Alors j'ai un très gros problème avec ce post. Quand je l'ai vu passer sur le réseau social, j'étais un peu choqué. Et pour plusieurs raisons.
La première, c'est qu'on ne veut pas quelqu'un, on aimerait être avec quelqu'un. On voudrait être avec une personne qui a attiré notre regard de par son comportement, son attitude, sa beauté intérieure et extérieure. Donc voilà, déjà on ne veut pas quelqu'un, on n'ordonne pas et on voudrait. Donc on va vers quelqu'un, on l'aborde et on lui propose. Ensuite, former un couple se fait sur un consentement mutuel et non sur une imposition. On ne force pas l'autre à former un couple. Ensuite, j'aimerais ajouter que former un couple se fait avec une personne qui a envie d'être avec toi. Et te limiter à une fille vierge, excuse-moi, c'est ignoble. Et justement, quelqu'un de vierge, si c'est pour former un couple et vivre réellement avec cette personne et l'aider à s'épanouir et construire une vie à deux, ok, pourquoi pas. Mais si c'est juste pour la sexualité, jouer avec cette personne et t'en débarrasser après, excuse-moi de te le dire, mais tu es ignoble. Parce que la virginité d'une personne, le don de cette virginité à travers la sexualité, c'est quelque chose de sacré. Et aucun homme ne devrait pouvoir se permettre de jouer avec cela. Voilà. Numéro 6, Olivier Itembo nous dit qu'un homme ne devrait pas épouser une femme ayant déjà un enfant car aucun match ne commence par 1-0. Encore une affirmation qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Parce que une femme, autant qu'un homme, a le droit d'avoir eu une vie avant vous. Tout comme vous avez le droit d'avoir une vie avant la personne avec qui vous allez vous mettre. Et si l'un des deux partenaires a des enfants, ça ne change pas la valeur de cette personne. La seule chose qui va concrètement changer, c'est que si vous vous mettez en couple avec cette personne, vous serez le beau-père ou la belle-mère de ses enfants. Et donc vous aurez un droit à l'éducation de ces enfants. Ça, oui, c'est quelque chose qui va changer. Mais la personne avec qui vous vous mettez est et restera la personne qui a attiré votre attention, que vous avez dragué, qui vous intéresse et avec qui vous souhaitez former un couple. Voilà. Également, ce serait peut-être bien, avant de juger, de savoir comment agit le père des 10 enfants, ici pour reprendre la question, ou la mère, ça dépend comment on la tourne, et il faudra accepter que l'ex de votre partenaire vienne voir ses enfants, parce que c'est normal que les enfants profitent de leurs deux parents, qu'ils soient encore ensemble ou non. J'aimerais ajouter qu'avant de juger d'une personne, et donc de sa valeur et de qui elle est, ce serait sage de savoir dans quelles conditions elle a eu des enfants, qui a rompu la relation et pourquoi cette relation s'est terminée. Avant de me coller une étiquette sur le dos des gens, ce serait bien de savoir ce qu'il en est réellement. Je termine avec cette affirmation sur ceci. Une relation amoureuse ne se compare pas à un match sportif. Cerise sur le gâteau, si votre partenaire a des enfants ou si vous en avez et que vous cherchez à refaire votre vie, vous avez un bagage inestimable par rapport à la personne avec qui vous allez vous mettre ou qui se met avec vous. C'est que vous connaissez déjà ce qu'est la maternité ou la paternité et ce que c'est de s'occuper des enfants et à quel point ils changent la vie du couple. Et donc si votre partenaire est pressé de vouloir en avoir avec vous ou si vous êtes pressé d'en avoir avec la personne qui en a déjà, elle pourra vous remettre un petit peu du plomb dans la tête parce que des enfants, ça a un coût, ça prend du temps et ça modifie intégralement la relation que vous allez avoir avec la personne. Voilà. Numéro 7, Faila Queen nous dit que si les hommes aimaient les femmes comme ils aiment leur équipe de foot, beaucoup de couples seraient bien plus heureux. J'ai un petit souci aussi avec cette affirmation, mais c'est une question de sémantique. Déjà, les gens qui aiment le sport, c'est pas tant qu'ils aiment le sport comme on aime quelqu'un. Ils prennent du plaisir à suivre ce sport. J'ai du mal à croire que la personne dont on dit qu'elle aime, on va dire le foot, va jusqu'à remercier les joueurs en allant leur serrer la main à la fin du match, en leur disant merci d'avoir joué, va aux entraînements, aux préparations de match, discuter avec le coach et s'impliquer dans la vie du club à du 200%.
Or, quand on est en couple, c'est bien ce que votre partenaire attend de vous, que vous vous impliquiez dans la vie. Ainsi, vous êtes avec quelqu'un, vous vivez avec lui, vous partagez du temps avec lui, vous faites des actions avec lui. Donc, vous êtes l'actif, tandis qu'un supporter est une sorte d'acte manqué, parce qu'on supporte des gens qui agissent et on est présent pour la concrétisation de ce qu'ils font, qu'on prend du plaisir à suivre. Et comme je viens de le dire, être avec quelqu'un, c'est être actif avec cette personne intégralement. Donc, c'est passer du temps avec, c'est s'amuser avec, être là dans les bons et dans les mauvais moments, et vivre, exister à travers son couple. Donc, voilà, aimer un club de sport et donc être un supporter, même engagé et passionné, n'a rien à voir avec être en couple et aimer quelqu'un. C'est le même mot, mais c'est pas la même signification. Là où je suis presque d'accord, c'est que si les gens qui sont impliqués avec un club de sport, donc qui prennent du plaisir et qui survivent, entre guillemets, le match de sport qu'ils aiment suivre, mettaient toute cette énergie dans leur couple, les couples seraient beaucoup plus épanouis. Parce qu'en effet, ce que l'autre attend de vous, c'est que vous soyez impliqué dans ce qu'il fait, comment ça se passe, que vous l'encouragiez et que vous le supportiez dans ses différentes démarches. Numéro 8, Scarlett Alexandre nous dit qu'elle n'a pas peur de refaire sa vie après avoir été blessée, qu'elle a juste peur de tomber sur pire que ce qu'elle n'a déjà vécu, parce que l'amour fait mal et fait peur. Alors, j'ai envie de dire qu'avant tout, refaire sa vie après avoir été blessé sur un plan sentimental et affectif est une nécessité. C'est ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu qui va faire la personne que nous sommes à l'heure actuelle. Et c'est justement tout le passé qu'on a qui va définir ce qu'on voudra avoir dans la relation future. Ainsi, ce n'est pas parce qu'une relation s'est mal passée et mal terminée qu'on doit s'interdire de continuer à vivre. Je dirais même qu'une relation qui s'est mal passée n'est pas forcément à cause de toi. Ça peut également être ton partenaire qui n'a pas su te comprendre et t'apporter ce dont tu avais besoin. Là où je veux en venir, c'est que c'est notre passé qui nous forge. Et donc c'est nécessaire d'avoir existé pour pouvoir se sentir en vie. Également, l'échec en tant que tel n'existe pas. Et ceci, même quand on forme un couple, et ça marche pour tout. En effet, soit ce qu'on entreprend fonctionne, et là il faut continuer à donner tout ce qu'on a en soi pour que ça continue de fonctionner, soit ça ne marche pas. Et là, on a le droit d'être malheureux, mais il faut arriver à considérer son échec pour en apprendre sur soi-même, sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et comment améliorer son comportement pour ne pas refaire ses erreurs. Et ainsi, on peut choisir la personne avec qui on va se remettre en couple et affiner un peu mieux ses choix. Ce que je veux dire là, c'est que si une relation se termine, soit tu vas en apprendre sur toi-même et ce que tu dois améliorer, soit tu apprends sur ce que tu veux dans ta vie et être plus attentif aux signes négatifs de ta prochaine relation. Voir les deux, parce que dans une rupture, personne n'est ni tout blanc, ni tout noir. Avoir peur de tomber pire, malheureusement, c'est toujours un risque. La personne qui vient t'aborder aura beau dire ce qu'elle veut, c'est avec un certain laps de temps que tu vas pouvoir estimer que ce qu'elle dit est en accord avec sa manière d'agir. Donc j'ai envie de dire, ne va pas trop vite lorsque tu crées ton couple et prends le temps. Ainsi, entre la drague et la sexualité avec tous les sentiments qui vont avec, là je t'envoie écouter mes différents podcasts, il y a ce qu'on appelle le pré-couple, où tu vas pouvoir vérifier que l'autre agit comme il s'est présenté et que ses mots ne sont pas que des mots. Et puis ensuite, il y a la vanille, qui permet de tester son couple. Et donc la vanille, le pré-couple vient de la rencontre à la première sexualité, la vanille va de la première sexualité jusqu'à ce que tu te sentes suffisamment en confiance que pour parler de tes réelles envies et de comment le couple devrait évoluer. Mais bon, pour éviter toute blague, il vaut mieux faire très attention au type de personnes que tu vas laisser approcher autour de toi. Et là, je renvoie les auditeurs qui sont concernés sur le tout premier podcast, être quelqu'un de bien. Parce que déjà, si vous êtes quelqu'un de bien, vous attirez des gens de votre valeur. Et si vous écoutez attentivement ce podcast, vous aurez la description des personnes que, si elles agissent de cette manière-là, sont beaucoup plus susceptibles de vous apporter quelque chose de positif que n'importe qui d'autre.
Ensuite, au niveau de la drague, je te conseille de faire attention aux différents signes. Et là, je vous renvoie sur le podcast dédié aux personnes qu'on peut approcher et pourquoi. Dire que l'amour fait mal, j'ai envie de te répondre oui et non. Aimer quelqu'un fait d'abord du bien, avant tout. Se mettre en couple est quelque chose de bénéfique, surtout quand il est consensuel et que l'amour qu'on donne à quelqu'un est réciproque. C'est la rupture qui fait mal. Ainsi, si tu donnes ton amour à quelqu'un qui ne veut que la relation sexuelle, oui, ça va faire très mal. Construire un couple et le laisser arriver à la sexualité est quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Simplement parce que l'autre va agir de manière à mériter la sexualité. Et là, non, le couple ne fait pas mal. Au pire, il déçoit. Parce que tu vas réaliser à un moment ou à un autre que certains ont des belles paroles, mais pas les actes qui vont avec, et donc qu'ils ne méritent pas ta sexualité. Dire que l'amour fait peur, c'est pareil. Si tu es sélective avec ceux que tu laisses approcher, non, l'amour ne fait pas peur, parce que tu auras pris le temps de connaître la personne avant de passer certaines étapes. Et il faut juste prendre le temps d'être conscient de ce que l'on fait et avec qui. Numéro 9, Kevin Enoch nous dit qu'il a vu sa copine sortir avec son meilleur ami et qu'il ne sait plus quoi faire ou comment réagir. Alors, j'aimerais juste une petite clarification sur ce que tu as vu exactement entre ta copine et ton meilleur ami. Et toute la question, c'est est-ce qu'ils étaient ensemble à discuter et qu'ils sont allés faire un tour, ou est-ce qu'ils flirtaient ensemble ? Vu la détresse de la question, j'imagine que c'est plus flirter ensemble, malheureusement. Et à partir de là, quoi faire ? J'ai envie de dire que si ta copine te trompe, ça sert à rien de rester en relation avec cette personne. Parce que si elle est capable de se laisser draguer ou de draguer un autre, c'est qu'elle n'est pas heureuse avec toi. Et si elle le fait dans ton dos, c'est qu'elle ne t'en a pas parlé de ses problèmes de couple. Et donc, si elle n'est pas honnête avec toi en parlant de ce qui ne va pas, il n'y a pas d'intérêt à rester avec elle. J'aimerais souligner ceci, malheureusement, c'est que si une femme va voir ailleurs, c'est justement, elle n'est pas heureuse dans son couple. Si elle s'est laissée approcher par un autre, c'est que cet autre lui apporte quelque chose que toi, tu ne lui donnes pas ou plus. Et si c'est elle qui a dragué un autre garçon, c'est certainement dû au respect que tu lui portes. Ainsi, la réaction d'une personne est souvent le reflet de ce qui se passe avec son partenaire. Je dirais que vous avez une sérieuse discussion à avoir, à identifier vos problèmes et voir si vous pouvez les régler ou non. Et si la confiance peut se réinstaurer ou pas sur une base de respect mutuel. Ce qui veut dire qu'il va falloir considérer ses besoins et ses envies, tout comme elle devra considérer les tiens. Mais vous devez en parler. Et si tu peux lui reprocher quelque chose, c'est de t'avoir trompé. Mais j'ai bien peur que tu vas prendre beaucoup de reproches dans la figure, qu'il va falloir les accepter, travailler sur toi-même et être très prudent dans ce que tu vas reprocher à ta copine. Parce que si elle te trompe, c'est qu'il y a un pourquoi et un comment. Donc voilà. Numéro 10, Validi Shiny Vadavik, excuse-moi si j'ai un petit peu écorché ton nom, nous dit que la confiance en soi est la première étape du succès, le premier secret du succès. J'ai envie de dire que je suis presque d'accord avec toi. La confiance en soi est le début du succès, si tant est qu'on soit d'accord d'admettre que la confiance en soi est basée sur la connaissance de soi et le travail sur soi. C'est-à-dire être conscient de ses capacités et de ce qu'on sait faire et de ce qu'on fait avec plaisir, autant que d'être conscient qu'on a des choses à apprendre et que la confiance en soi vient avec le fait d'appliquer ces connaissances qu'on entretient avec un apprentissage constant. Si on est d'accord sur cette définition, alors je suis d'accord avec toi, la confiance en soi est la première étape du succès. Mais j'aimerais ajouter que la confiance en soi, elle vient lorsqu'on s'est fixé des objectifs qui sont à la fois simples, mesurables, atteignables, mais ambitieux, réalistes, temporels, écologiques, économiques et fun. Parce que la confiance en soi vient en faisant des choses dans un but précis. Donc si tu n'as pas de but et un objectif final à atteindre que tu as découpé en plusieurs étapes qui sont S, M, A, R, T, E, F, donc simple, mesurable, atteignable, ambitieuse, réaliste, temporelle, écologique, économique et fun, tu ne peux pas mettre tes compétences à l'épreuve et donc tu ne peux pas te dépasser et donc atteindre le succès. Et tout ça, je l'explique dans le podcast qui s'appelle « Le bonheur, comment ça fonctionne ».
Numéro 11, Diane Nikema demande si l'amour est plus fort que la haine. J'ai envie de dire que oui et non. En fait, si tu traces une ligne sur une feuille et que tu te places, toi, au centre comme la personne la plus importante, d'un côté, tu auras l'amour, de l'autre, tu auras la haine. Et les gens qui te côtoient vont se trouver quelque part entre l'amour et la haine. J'explique. Un inconnu pourrait devenir un ami, une personne que tu vas apprécier et donc que tu vas prendre du plaisir à passer du temps avec, ou quelqu'un que tu n'aimes pas. Et dans ce cas-là, tu ne vas pas avoir de contact avec cette personne. Ce n'est pas encore de l'amour, ce n'est pas encore de la haine. C'est une question d'appréciation. Une personne qui dépasse le stade de la connaissance et donc d'un ami devient un potentiel amoureux. Et là, c'est pareil. Soit tu as envie de lui donner de l'amour qui va croître et qui sera réciproque, et donc tu vas te rapprocher de la limite qui va vers l'amour, soit tu n'apprécies pas cette personne, et à ce moment-là, tu ne vas pas passer de temps avec, tu ne vas pas lui donner de considération, d'importance, d'affection et de tendresse. Donc, à partir de là, on ne peut pas parler de haine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout se joue ici. Si la relation avec la personne à qui tu donnes de la tendresse, de l'affection, de l'amour, et que tu essaies de faire croître quelque chose, c'est un sentiment qui va être partagé et vécu. Et donc, si la relation se passe mal et que l'autre te fait souffrir sur le plan sentimental et affectif, il va basculer du sentiment d'amour à l'autre extrême, à la même proportion, mais en haine. Là où je veux en venir, c'est que la haine est le strict contraire de l'amour. Donc il faut avoir vécu des choses avec la personne et donc l'avoir aimée à un degré plus ou moins important pour pouvoir la haïr à un degré plus ou moins important. Et comme ces deux sentiments sont les deux facettes d'une même pièce, en fait, l'un est tout aussi fort que l'autre. Au plus tu as aimé, au plus tu détesteras, tu haïras cette personne. Au moins tu l'as aimé, au moins tu auras de haine envers cette personne si les choses se passent mal. Voilà. Numéro 12. Abdul Rahim demande si faire l'amour avant le mariage est un péché. J'aimerais répondre que ce qui devrait être un péché, c'est de faire des promesses à l'autre dans le but d'avoir la sexualité et ne pas tenir ces promesses. Ensuite, j'aimerais ajouter que l'acte sexuel devrait être mérité par les actions, en accord avec les mots qui ont été dits. La sexualité devant faire suite à la tendresse, au respect mutuel donné à l'autre, et que c'est l'épanouissement du couple. Donc, avant de parler d'amour avant le mariage, il faudrait parler de former un couple avec quelqu'un qui t'attire, qui a envie d'être avec toi, avec qui tu es respectueux, à qui tu donnes de la tendresse, de l'affection et une certaine valeur qui t'est rendue par de la tendresse, de l'affection et un sentiment d'amour qui va s'accomplir à travers la sexualité. Donc, si tu es capable de simuler tout ça pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, j'ai envie de dire que c'est plutôt mal parti. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant de parler mariage, il faut prendre soin de connaître l'autre. Et connaître l'autre, ça passe par l'épanouissement sexuel, qui est, comme je le dis, l'accomplissement du couple, qui est lui-même la suite logique d'une rencontre. Donc, voilà. Est-ce que rencontrer quelqu'un est un péché ? Non. Est-ce que draguer quelqu'un est un péché ? Non. Est-ce qu'avoir envie de coucher avec quelqu'un est un péché ? Non. Est-ce qu'une relation qui s'épanouit peut mener à un mariage ? Oui. Est-ce que le couple peut s'arrêter avant le mariage ? Oui. On peut toujours revenir sur sa décision. Mais est-ce que mentir à l'autre pour avoir de la sexualité en promettant le mariage est un péché ? Je réponds oui. Numéro 13, Dimitri Cora se demande ce qu'une fille penserait d'un garçon qui sortirait avec elle sans demander de rapport sexuel durant 5 mois. Je répondrai qu'il faudrait d'abord voir l'âge des deux protagonistes, parce que déjà quand on est jeune, ça peut être intimidant de demander la sexualité. Si le partenaire est plus jeune que nous, ça peut être encore plus intimidant. Ensuite, il y a une question de timidité naturelle. Le garçon peut attendre d'avoir un signe de la fille comme de quoi elle a envie d'une sexualité. Également, on pourrait dire qu'il y a une question de respect. Si le garçon sent que la fille n'est pas prête à avoir une relation sexuelle, là on peut parler de respect envers la dite fille. Après, si on parle d'adultes, durant 5 mois, draguer quelqu'un et ne pas demander de sexualité, j'ai envie de dire que vous êtes passé dans la friend zone et que la notion d'amour qui pourrait mener à la sexualité
a probablement déjà disparu depuis bien longtemps et que la copine, elle vous considère déjà comme un bon copain et pas plus. Voilà. Numéro 14, Bruno Swadogo dit qu'il est sur un groupe de rencontres depuis 5 mois et qu'aucune fille ne le drague, du coup il va voir ailleurs. Alors, j'ai envie de dire qu'être sur un groupe, c'est pas mal, c'est un bon début, mais il faudrait considérer comment tu t'es présenté sur le groupe, les photos que tu as publiées sur ton profil, comment tu interagis avec les autres membres. Ensuite, en 5 mois, si personne ne t'a dragué, j'ai envie de dire que c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que les sites de rencontres sont souvent un passe-temps pour la plupart des gens, et rarement un lieu de réelle rencontre. Donc, voilà, t'auras beau aller voir ailleurs, si tu n'es pas actif, si tu ne parles pas avec les gens, si tu n'as pas un profil qui est attractif et si tu ne montres pas un bon côté de toi, il y a personne qui viendra vers toi, c'est tout à fait normal. Et si tu veux rencontrer quelqu'un, je t'invite très vivement à privilégier d'avoir une vie sociale, de sortir, de voir du monde et de draguer les gens qui attirent ton intérêt. Parce que sur un réseau social, tu sais jamais si la personne à qui tu parles est une personne réelle, donc un homme ou une femme, si elle habite réellement près de chez toi ou pas, et si ça va pas être une relation qui va juste être là pour passer le temps. Numéro 15, le chanceux nous demande si quand on drague une fille et que celle-ci passe son temps sur son smartphone, ça a une signification, et si oui, laquelle ? Je te répondrai que si ta copine que tu essayes de draguer passe son temps sur son smartphone plutôt que d'être attentive à toi, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est que tu n'intéresses pas la demoiselle en question. Donc soit tu as un problème de valeur et de mise en valeur par rapport à cette personne, soit la fille s'est mise avec toi en attendant mieux. Je ne peux que vous conseiller d'avoir une très grosse discussion pour savoir pourquoi elle préfère son smartphone à toi, et d'envisager de changer ton comportement pour devenir son centre d'intérêt. Numéro 16, demande quoi faire avec un homme qui vit comme un robot, qui n'a pas de mots doux ni de gestes tendres. J'aimerais commencer par savoir s'il y avait des mots doux et des gestes tendres avant ce changement d'attitude. Et dans ce cas, ce serait intéressant que vous essayiez de comprendre pourquoi cela a changé. Ensuite, je suis désolé à le dire, mais lorsque quelqu'un commence à agir de la sorte, c'est qu'il considère son partenaire comme acquis. Et dans ce cas-là, mon conseil est de réagir. C'est-à-dire, il vit comme un robot, ne lui donne plus de tendresse, d'affection, et ne soit surtout pas à son service. Ainsi, soit il prend conscience et il envisage de changer, soit il va gueuler, et ce sera l'occasion d'avoir une discussion. Enfin, dans le pire des cas, ce que tu nous décris là, c'est ce qui s'appelle le mépris de l'autre. Et une fois qu'on en est au mépris, c'est triste à dire, mais en général, on a perdu le respect et ça devient très compliqué de continuer à faire vivre le couple. Ça veut dire qu'il est avec toi par habitude et pour profiter de la situation. Numéro 17, Mamadou Sanoussi demande si l'amour à distance peut marcher ou non. Et je suis désolé de dire que non, l'amour à distance ne marchera jamais. En effet, tu ne peux pas être certain de la personne avec qui tu parles, savoir si c'est un homme ou une femme, savoir si elle est réellement impliquée dans la relation qu'elle prétend avoir avec toi. Il faut comprendre que la relation de couple est quelque chose qui doit se vivre, mais se vivre physiquement. Donc si tu n'as pas de rapport concret avec la personne, tu n'es pas en couple. C'est un simulacre pour dire je ne suis pas seul. Pourquoi ? Parce que avoir une relation dite virtuelle fait qu'on a quelqu'un à qui parler, à qui se confier, avec qui être relativement intime, sans avoir à être physiquement présent avec cette personne, et donc à ne pas devoir s'impliquer dans la vie concrète du couple. Et donc, à ta place, je ne me lancerai pas dans une relation à distance parce que ça va être chronophage et tu vas être déçu. Maintenant, on va admettre une chose, c'est que vous pouvez être séparés pour une raison ou pour une autre, et vous être connus, vous être vus, et garder Internet pour rester en contact en attendant de vous revoir. Là, éventuellement, ça peut fonctionner, mais la distance finit toujours par attaquer les sentiments, parce que pour ressentir les sentiments, on a besoin d'être physiquement avec la personne. Donc si vous n'êtes pas physiquement ensemble, vous ne pourrez pas faire vivre le couple. Numéro 18, Mamadou Sanoussi demande comment faire pour rendre une fille heureuse quand on n'a pas d'argent.
Eh ben, j'ai envie de dire que la fille qui considère que le couple dépend de la valeur financière que l'autre a n'est pas un couple, ça s'appelle de l'intérêt. Ainsi, pour rendre une autre personne heureuse, que ce soit une fille ou un garçon, ben j'ai envie de dire soit à son écoute, soit disponible pour l'autre, voilà par plaisir. Apporte-lui de la tendresse, du respect, de la considération. Accompagne cette personne dans tout ce qu'elle fait comme démarche et aide-la à se sentir une personne unique et importante à tes yeux. Si tu l'aimes sincèrement, ben c'est la meilleure chose que tu peux faire pour rendre quelqu'un heureux. Et j'explique tout ça à travers l'ensemble de mes podcasts que je t'invite à écouter du premier au dernier. Avant-dernière, la numéro 19, Isaac Lunda nous pose son problème. Il drague une fille qui lui répond qu'elle n'aime pas les garçons qui ont de tels mots amoureux. Pour lui, une fille sans amour est une fleur sans odeur, chose qu'il comprend comme une femme sans mari n'a aucune valeur. J'ai un très gros problème avec ce que tu nous dis là. Déjà, si la fille que tu dragues ouvertement te dit platement qu'elle n'aime pas les mots que tu lui dis, ça veut dire qu'elle ne veut pas être avec toi. Ça veut dire qu'elle t'a dit non, tu ne m'intéresses pas. Donc, tout est dit. Laisse-la tranquille et cherche-en une autre. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, là où j'ai des très gros problèmes avec tes propos, c'est sur la suite. Une fille sans amour n'est pas une fleur sans odeur. Une fille qui n'est pas aimée reste une personne qui vit, qui existe avec sa personnalité et son comportement. Elle choisit de rester célibataire, et ce, jusqu'à ce qu'elle trouve un homme qui correspond à ses envies et ses besoins. Et donc, non, une femme sans mari n'est pas une femme sans valeur. Les valeurs, je te renvoie à mon premier podcast, Être quelqu'un de bien, pour écouter ce que c'est. Et enfin, avoir un mari est une question de choix et non une imposition sociale. Donc, une femme qui est célibataire se respecte autant qu'une femme mariée et autant que la fille qui va accepter de se laisser draguer par toi. Dernière question pour ce podcast. Bringon Kaeba demande pourquoi l'amour existe toujours entre deux personnes de sexe différents. Je te répondrai que c'est faux. L'amour existe sous de multiples formes et multiples variantes. C'est juste la société actuelle qui nous impose le stéréotype qu'un couple est un homme et une femme. J'aimerais te renvoyer sur le podcast où je reviens sur l'histoire du monde. Parce que un couple peut aussi bien fonctionner en étant deux hommes que deux femmes, donc un couple homosexuel ou lesbien, et tout aussi bien qu'un couple hétéro. Mais il y a aussi les transgenres, les drag queens, les bisexuels, j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc un couple, l'amour, ce qu'on ressent pour une personne, ne devrait pas être restrictif et limité à uniquement la personne du sexe opposé. C'est ridicule, c'est se priver d'être heureux. Et on a le droit d'être heureux avec la personne qu'on a choisie, et ce, quel que soit son sexe. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit podcast FAQ, et je vous dis à la prochaine sur la chambre L.